C'est vrai que le coronavirus nous a énormément aidé en 2020, on va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement français impose un confinement, nous on voit le nombre de ventes qui booste quoi. Enfin si tu veux, genre on a pris, genre le premier confinement, je me demande si on n'a pas grossi de 50% en 3 mois. Genre on est passé de 100 à 150 000 en 3 mois de revenus mensuels récurrents. Donc c'était ouf quoi. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les 2 semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence d'Aurélien Amaker. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Martin, merci à toi. Du coup Aurélien, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais ? Ouais, bah écoute, moi on peut me définir comme un web marketer, et maintenant fondateur de logiciels. Donc en fait j'ai commencé à vendre des formations en ligne au début des années 2010 et j'ai donc lancé System.io qui est un logiciel tout en un pour lancer un business en ligne qu'on a lancé en 2018 et qui cartonne pas mal. Ok. Du coup, tu as commencé, comment tu as mis le pied finalement dans le web marketing ? Ouais, alors en fait, moi je suivais des blogs. Donc j'ai passé 2 ans en Australie et à l'époque j'avais un petit blog, mais vraiment voilà, personne le lisait, il servait à rien du tout. Et je suivais des gens, des blogueurs français qui expliquaient comment ils gagnaient de l'argent avec leur blog, etc. Donc quand je suis rentré en France, je les ai rencontrés, ils m'ont donné quelques conseils. Et à cette époque-là, en fait, j'ai décidé de me lancer à temps plein sur mon blog, d'essayer de gagner un petit revenu avec mon blog pour me permettre de voyager. Donc j'ai rendu mon appart à Paris, j'ai commencé à voyager en Europe de l'Est et j'ai commencé à travailler à temps plein sur mon blog et de rencontrer plein de personnes. Et j'ai commencé à gagner de l'argent avec les publicités et l'affiliation, quelques centaines d'euros, puis j'ai atteint 1000 euros. Et ensuite j'ai commencé à lancer des formations marketing. Et voilà, et quelques années plus tard, de fil en aiguille, donc on a lancé un logiciel. Voilà. Ok, alors revenons un peu à tes débuts. T'as mis combien de temps pour atteindre les 1000 euros ? Ouais, c'était alors, par mois, hein, on est d'accord, du MRR quoi. Alors c'est pas MRR parce que c'est pas des abonnements. Okay. Mais en fait, si tu veux, donc j'avais ce blog. Donc j'ai commencé vraiment à travailler dessus. Je pense que c'était le 1er mars 2010. Le premier mois, j'ai gagné 80 euros. Le deuxième mois, je crois que c'était 130 euros. Puis ça a commencé à augmenter un petit peu comme ça. Et au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner mon premier mois à 1000 euros. C'était en juillet-août 2010. Et puis j'ai commencé aussi à grossir ma liste email. Et à cette époque-là, je me suis dit, voilà, quelle est l'étape suivante ? Et j'ai vu j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient lancé des formations. Et je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment l'étape c'est pour passer à l'étape suivante en termes de revenus. Et en fait, à l'époque, comme moi, j'avais aucune expérience là-dedans, enfin, même si je me formais, etc., j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un lancement, qui avait aidé un autre blogueur à faire son lancement. Ils avaient bien cartonné, ils avaient fait 100 000 euros de vente. Donc à l'époque, c'était vraiment un chiffre, tu vois, énorme. Ouais. Donc je suis rentré en contact avec ce consultant marketing. Je l'ai recruté et on a commencé à travailler ensemble. Et il m'a aidé à créer une formation marketing. Je l'ai lancé et on a fait 10 000 euros. Donc ça, c'était fin 2010 et voilà. T'as mis combien de temps pour la créer, cette formation ? Ouais, alors en fait, on l'a pré-vendue, c'est-à-dire qu'on a fait un premier webinar. Donc c'était un dimanche soir, je crois qu'on a fait, 2-3 000 euros. Donc c'était vraiment extraordinaire, quoi. Donc j'ai vendu en live. À l'époque, la formation elle était à 500 euros. Et en fait, j'avais dit aux clients, bah voilà, si vous préinscrivez, vous aurez accès aux premières formations mercredi. Et du coup, le lendemain matin, j'ai pris ma caméra, je suis allé au parc et j'ai commencé à shooter les vidéos de la formation. Et en fait, donc on a refait un webinar avec un partenaire. Donc au total, on a fait 10 000 euros. Et en fait, pour la petite histoire, je suis parti en Colombie, je sais pas moi, 2-3 semaines plus tard, où j'ai passé 3 mois. Et donc, en fait, j'étais en Colombie et grosso modo, je créais ma formation.
Je créais les vidéos de la formation, ça m'a pris plusieurs mois. Alors à l'époque, comme j'avais aucune expérience, c'était vraiment marrant parce que je me souviens que je m'enregistrais et ensuite j'éditais mes vidéos pour qu'il n'y ait aucun bafouillement, aucune coupure. Et voilà, aujourd'hui, je fais plus du tout ça parce que ça n'a aucun intérêt en fait. Donc c'est normal en fait de bafouiller, etc. C'est pas le souci, ce qui est vraiment important, c'est le contenu. Donc voilà, ça m'a pris quelques mois et puis ensuite je suis rentré en France, j'ai continué à développer mon business, etc., à trouver des partenaires, etc., etc. D'accord, ouais. Donc du coup, c'est comme ça que tu t'es lancé un petit peu dans le business. Et actuellement, là, tu es à combien de formations que tu as lancées? Bah écoute, parce qu'en fait, je te la fais courte, parce que comme il s'est passé 10 ans, si tu veux, il s'est passé tellement de trucs, parce qu'à l'époque, voilà, je faisais des lancements avec des partenaires, etc. Et puis en fait, c'était un modèle qui me convenait pas. Donc en 2015, je suis parti tout seul. Donc combien j'ai lancé de formations? J'ai dû en lancer une quinzaine. J'ai aussi lancé un petit blog sur comment apprendre l'anglais que j'ai monté à plus de 3000 € par mois. Mais c'était vraiment un business passif. C'est-à-dire que ça... Que de l'affiliation? Non, c'était mes propres formations. Ah d'accord, et tu vendais des formations dessus. Ouais, bah, toujours la même stratégie. Si ça marche pour un business, tu vois, c'est... Enfin, après, c'est pas forcément valable pour tous les business, mais en tout cas pour celui-là, c'était le cas. Donc j'ai aussi lancé ce projet-là que j'ai revendu l'année dernière pour me concentrer sur le web marketing. Mais donc voilà, j'ai dû lancer une quinzaine de formations. Et en fait, comme du coup, ça faisait des années que j'utilisais des logiciels, etc., et que je n'étais pas vraiment satisfait des solutions existantes, j'ai eu cette idée un peu folle de lancer un logiciel. J'ai pris la décision en 2015. À l'été 2015, j'ai trouvé une boîte pour faire le développement fin 2015. Donc c'était un client français qui avait une boîte au Maroc. Et ça a été la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai perdu 1 an et 30 000 €. C'était vraiment des guignols. Et ensuite, c'est tout début 2007 que j'ai trouvé les bons développeurs pour créer le logiciel. On a commencé à créer le logiciel en 2017. J'ai commencé à migrer tout mon business dessus. Et on a lancé donc System.io début 2018. D'accord. Ah, maintenant tu continues à vendre des formations, mais tu utilises ton propre logiciel? Exactement. Donc en fait, comme j'ai toujours ces formations que j'ai créées qui sont une source de revenus, on continue à les vendre. On fait aussi la promotion de formations de partenaires. Et puis voilà. Ok. J'aimerais revenir un peu sur le moment où tu as parlé de l'échec là, des 30 000 €. Comment tu analyses finalement cet échec en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, tu n'avais aucune connaissance et du coup, tu as pris des mecs que tu connaissais pas, en fait, que tu savais pas qu'ils étaient compétents? Non, en fait, j'avais un client de mes formations qui me suivait. De temps en temps, on échangeait par email, etc. Donc, je le connaissais un peu. Et en fait, quand j'en ai parlé sur MySteamage, je dis voilà, je veux créer un logiciel. Il m'a dit moi, je peux te le faire. J'ai une boîte de développement au Maroc. Ça te coûtera pas cher. On peut te le faire pour 7 000 €. Et ça va prendre 3 mois. Moi, je dis écoute, 7 000 €, c'est vraiment pas cher. Donc, ok, prends les 7 000 €. Si tu veux, ça a été un petit peu l'engrenage. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ils étaient pas très compétents. Ça se passait tellement mal qu'en fait, ça devait être en avril 2018. En fait, avec ma femme, on est allé au Maroc pour les rencontrer. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, on était dans... ils vont comprendre cette anecdote. On était dans la salle de réunion et je leur ai dit ouais, au fait les gars, j'ai vu que sur internet, voilà, toutes les startups, etc., elles utilisent la méthodologie Scrum. Ça vous dirait qu'on l'utilise? Et véridique, donc le français, le patron de la boîte, il a regardé son ingénieur, il lui a dit ouais, tu connais? Son ingénieur, il lui a dit non. Il lui a dit vas-y, cherche sur internet. Donc si vous voulez Scrum, c'est en fait la méthodologie qu'utilisent absolument toutes les startups aujourd'hui pour développer leur logiciel. Ouais. Donc si tu connais pas Scrum, c'est inquiétant. Ouais. Voilà. C'est inquiétant, ouais. Je plus sur ce truc-là. Mais si tu veux, comme ils étaient très très forts, enfin surtout lui, pour toujours me rassurer, me dire non mais t'inquiète pas, etc., machin, etc., du coup ça a duré une petite année. Je les ai, 1er novembre 2016, je leur ai dit écoutez, on arrête de travailler ensemble, parce que je voyais que ça menait nulle part. Et voilà, j'ai même été très correct, puisque si tu veux, il avait deux développeurs. Il m'a dit ouais, mes développeurs, ils travaillent sur le projet à plein temps, comment je vais les payer? Je dis je te paye jusqu'à la fin du mois. Donc tu vois, c'est quand même 2 000 € cadeau, c'est quand même correct, sachant que derrière, il était pas content, il m'a menacé, etc. Enfin voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais de toute façon c'est comme ça.
Quand tu travailles avec des gens qui sont absolument incompétents, non seulement ils vont te fournir très peu de valeur pour ce que tu vas dépenser, mais derrière, quand tu vas leur dire que tu arrêtes de travailler avec eux, ils vont pas être correct jusqu'au bout, quoi. Ils vont t'emmerder jusqu'au bout, ouais. Parce que c'est des mauvais. Je comprends. Mais 30 000 euros, ça fait cher payer. Et du coup, tu as tout jeté de ce qui venait de cette session-là, ou quand tu as refait développer, tu as pu récupérer des choses? Non, on a tout jeté. Non, mais bon, c'est de l'argent, 30 000 euros, mais bon, c'est pas... Enfin, si tu veux, moi, j'avais un business, je faisais 20-30 000 euros par mois, donc bon, c'est pas oui, ça fait chier, mais ça t'a pas tué, quoi. Oui, non, c'est ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas tellement l'argent, c'est plus le temps perdu. Mais après, tu me disais, voilà, pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que j'avais aucune expérience, parce que j'aurais dû les tester sur un petit projet avant, parce que, si tu veux, ça a été l'engrenage où ils m'ont dit, voilà, ça va être facile, ça va pas coûter cher. Du coup, j'ai commencé, et puis après, il m'a dit, ah bah voilà, au bout de 3 mois, c'est pas terminé, donc voilà, il faut qu'on continue à travailler dessus, donc il faut que je paye les développeurs, donc on va... Mais c'était vraiment des incompétences, c'est-à-dire que j'envoyais un email, j'avais pas de réponse. Non, c'était des incompétences, c'était vraiment des mauvais. De toute façon, la réalité, c'est que la majorité des gens dans le monde professionnel ne sont pas très bons. Pas forcément très mauvais, mais très certainement pas très bons. Et que si tu veux avoir un projet ambitieux, il faut être exigeant, il faut trouver ce que j'appelle des A-players, c'est-à-dire des très bons. Si t'as pas une ossature avec des A-players, ça va être compliqué. Ouais, je comprends totalement. J'ai toujours eu dans l'idée il y a une phrase en anglais qui est super connue pour ça, c'est pay well, get well. En gros, si tu veux des choses bien faites, en général, il faut bien les payer. Il n'y a pas de miracle, quoi. Et du coup, j'essaye d'appliquer ça dans mes business, dans tout ce que je fais, de préférer bien payer pour avoir une plus grande chance que ça soit bien fait, quoi. Même si c'est pas tout le temps corrélé, ça aide en général. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, une fois que tu as buildé ça, t'as décidé de le refaire mais avec une boîte française ce coup-ci, c'est ça? Alors une boîte française, non, parce que si tu veux, moi j'habite plus en France depuis longtemps, donc j'ai habité en Australie, après j'ai habité en Colombie, ma femme est colombienne, en 2015 je me suis installé au Portugal, donc ma boîte est en Irlande. Puisque à l'époque où j'ai lancé ma boîte, j'ai créé ma nouvelle boîte, il n'y avait pas Stripe au Portugal, donc le Portugal c'était pas une option, et puis même je savais pas si j'allais rester longtemps ou pas, donc voilà. Mais pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi un développeur au Bangladesh qui m'avait fait une intégration pour Stripe pour que je puisse vendre mes formations avec une offre par abonnement, puisque je pouvais pas utiliser le logiciel que les Marocains étaient en train de développer. Et en fait, quand j'ai viré... donc eux ils se connaissaient parce qu'ils collaboraient parfois, ils échangeaient des informations et tout, donc lui il m'a dit voilà, quand j'ai viré les Marocains, il m'a dit je reprends tout le projet, etc. Je vais trouver des développeurs pas chers sur Upwork, etc. Donc il a fait ça, ça lui a pris 2 mois. Au bout de 2 mois, on a basculé sur sa solution, et puis il n'y avait plus rien qui marchait. Alors il n'y avait pas grand chose qui marchait avant, mais là il n'y avait vraiment plus rien. Et du coup il m'a dit ouais, t'inquiète pas, je vais trouver la solution. Le lendemain, je dis ça marche toujours pas. Il me dit ouais, t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. Sur le lendemain, je dis ça marche toujours pas. Il me dit t'inquiète pas. Je lui dis je sais que tu vas chercher la solution, mais ça fait 2 jours que ça marche plus. Donc si tu veux, là, il faut changer de braquet. Donc j'ai commencé à chercher des gens, etc. sur Upwork. Donc là, j'étais désespéré. Je contactais des mecs, des développeurs sur Upwork, et je disais tiens, prends le mot de passe du serveur, aide-moi. Donc j'ai essayé un mec au Portugal, un mec au Vietnam, et puis j'ai trouvé un développeur russe, et lui, le premier jour, j'ai vu que je pouvais compter sur lui. C'est-à-dire que le gars, il me disait ça dans 2 heures c'est fait, 2 heures plus tard c'était fait. Donc voilà, je commençais à travailler avec lui, j'ai recruté d'autres développeurs, et on a commencé à créer la plateforme en 2017, et voilà, donc je sais pas, c'est difficile à expliquer. On est une super équipe, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'avais pas réalisé au début, mais c'est marrant parce que je l'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps, c'est que en fait, moi je m'occupe de toute la partie produit. C'est un truc pour lequel j'avais aucune formation ni rien du tout, c'est juste que j'ai utilisé des logiciels depuis des années, et que du coup il y a quand même des trucs... l'expérience, quoi. Ouais, t'as vraiment une expérience utilisateur, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses qui sont inutiles, il y a des choses qui me gênent, il y a des choses que j'aimerais bien, etc.
Et non, enfin, je peux dire que vraiment la base, c'est cette équipe avec les développeurs et moi, où on forme une équipe. Je sais pas, il y a une espèce de magie, c'est difficile à expliquer, mais on se respecte beaucoup, on se comprend très bien. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais vraiment, ils sont très contents, moi aussi. Et voilà. Une vraie synergie, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, on kiffe travailler ensemble, on s'apprécie, on se respecte. Donc voilà, même en 2017, je trouvais que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que cette équipe, c'était... Enfin, je voyais que voilà, on était en train de construire un truc, ça prenait forme. À l'été 2017, j'ai trouvé un designer pour faire un super design. Donc ça, c'est très difficile, parce que si tu veux, tu vas donc sur le réseau social des designers, donc ça s'appelle Dribbble, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, Dribbble, avec 3B. Donc tu cherches les designers, tu cherches les bons designers, tu les contactes, fin de l'histoire. C'est-à-dire que les mecs, tu vois, ils sont tellement sollicités qu'ils ne te calculent pas. Et j'ai réussi à en accrocher un, parce qu'il était entre deux missions. Un gars qui a travaillé avec une très grosse start-up. Je me souviens jamais du nom, mais c'est une très grosse start-up d'analytics qui font plusieurs dizaines de millions par an. Et voilà, qui était sérieux. Donc ça a été un gros billet. J'ai investi $20,000. Mais il nous a fait un super design et voilà, donc on a commencé à avoir un produit vraiment qui tenait la route. J'ai migré petit à petit tout mon business dessus. Donc au départ, c'était juste la liste email. Donc on utilisait SendGrid pour envoyer les emails, mais voilà, toute la partie autorépondeur, gestion de la liste email, newsletter, campagne email, etc. Donc tout ça, j'ai commencé à utiliser le logiciel qu'on développait, donc System.io. Après, on a migré les pages de capture, pages de vente, pages de paiement. Ensuite, on a migré les sites membres, les formations. Et voilà. Ok. Et du coup, tu as commencé par toi migrer finalement dessus, ou tu as en même temps embarqué des clients au fur et à mesure que tu bonne avançais? Question. Alors en fait, je le prévendais en upsell, mais voilà, c'était vraiment... c'est anecdotique. Non, c'était surtout nous. Et ensuite, on l'a lancé vraiment, ça devait être février-mars 2018. J'ai fait une offre spéciale sur ma liste et j'ai fait un lancement par email. Okay. Donc moi, je suis un marketeur par email. Hein. Je vis de l'email marketing, au cas où ce serait pas clair. Voilà, je préfère le dire. Ouais. Donc j'ai fait un lancement par email qui a duré, je sais plus, 2 ou 3 semaines. 2 semaines, je pense. Où j'ai fait une offre spéciale et à l'issue du lancement, on avait nos 400 premiers clients. Ok, c'était quoi l'offre en question? Je sais plus ce que c'était. C'était une offre spéciale et c'était quoi? C'était l'abonnement. Je crois que c'était l'abonnement. C'était le premier abonnement, c'est System.io Startup, donc c'est 27 € par mois. Donc 27 x 400, ça fait un petit 10 000 € par mois de revenus mensuels récurrents. Ok, ouais. D'accord. Sur cette offre-là, c'est pas mal pour un lancement. Non, c'est très bien, mais si tu veux, j'avais déjà une liste email. Je crois qu'à l'époque, j'avais 25 000 personnes sur ma liste email. Et donc ça aide énormément, mais après, un lancement, c'est pas suffisant. Après, le succès, c'est sur la durée, puisque si tu relances la même offre juste après, ça va pas cartonner pareil, puisque la plupart des gens, ils ont déjà vu l'offre, et donc s'ils l'ont pas prise, c'est que de toute façon... donc après, il faut aller chercher d'autres relais de croissance, quoi. D'accord. Ah, du coup, c'est intéressant, ça. Une fois que tu as un peu, on va dire, pas épuisé ta liste, mais en partie pris des gens dans ta liste, ça a été quoi tes nouveaux relais de croissance? En fait, nous, ça a été notre programme d'affiliation, parce qu'en fait, on a un programme d'affiliation que moi, j'avais lancé dès, je crois que c'était juin 2017, puisque j'utilisais donc ma liste email, mes pages, avec System.io, et on avait créé une fonctionnalité pour gérer un programme d'affiliation, pour gérer le tracking. En fait, j'avais déjà des affiliés j'avais déjà ce programme d'affiliation un petit peu embryonnaire. Et en fait, en 2018, après, on a commencé à dire, voilà, faites la promotion de nos formations, de System.io, et touchez 40% de commission à vie, tu vois. Ok, et de ça, du coup, c'est devenu ton premier moteur de croissance maintenant? Ouais, clairement, parce que j'ai essayé de... La publicité, c'est vraiment pas notre truc. Donc... j'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. Clairement, j'ai essayé plusieurs prestataires. Au bout d'un moment, chez l'affaire, ça m'a saoulé. Donc, si tu veux... En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas tout faire. Si tu veux, System.io, il y a aussi le fait que quand on s'est lancé sur le marché,
Tu avais 2 acteurs qui étaient bien en place, c'était ClickFunnels, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, c'est une grosse machine, donc ils étaient vraiment très bien en place, c'est-à-dire c'était un petit peu la référence. Ensuite, tu avais LearnyBox qui était un peu une copie de ClickFunnels en français, mais qui s'était lancé 2 ans auparavant. Et comme ils avaient pas mal de marketeurs qui faisaient la promotion, ils étaient quand même bien installés. Et ClickFunnels et LearnyBox, en fait, commençaient à 97 € par mois. Donc, si tu veux, nous, c'était... Ah oui, alors que toi, tu as un prix d'entrée de gamme voilà. bien plus bas, quoi. Donc, si tu veux, le truc, c'est que... Alors, évidemment, tu as toujours les gens qui disent « Oui, mais voilà, c'est moins cher, donc c'est moins bien. » Donc, clairement, tu sais, ces gens, ils sont restés bloqués au 19e siècle parce que le coût marginal, quand tu fais du logiciel, il est nul. Hein. C'est-à-dire que ton logiciel, tu l'as déjà développé, donc le coût qu'un client supplémentaire l'utilise, c'est presque... ça vaut presque rien, mais bon, voilà, on a toujours ces réflexes un petit peu... Oui, en gros, plus t'as de clients, plus ta marge augmente. Non, c'est ton coût marginal, c'est le coût en fait pour ajouter un client. Combien ça te coûte? Donc si tu vends un bidule, il faut construire le bidule, il faut stocker le bidule, il faut envoyer le bidule, ça coûte de l'argent. Si tu vends un logiciel, à partir du moment où tu as déjà créé le logiciel, ajouter un client, dans l'absolu, ça te coûte rien. Oui. Ou alors, au bout de 100 000 clients, il faut un serveur plus gros, mais au final, le coût est divisé par tous les clients. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il est pas, évidemment, il n'est pas totalement nul, mais il est pas très élevé. Donc, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. Et puis surtout, si tu penses comme ça, tu feras jamais de bonnes affaires dans ta vie, puisque pour gagner de l'argent, il faut acheter des trucs bien en dessous de leur prix, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme nous... Alors, c'est pareil, ClickFunnels, c'était un essai uniquement avec carte bleue. Donc, nous, on a fait un essai gratuit sans carte bleue. Et parce que je voulais... Plus d'entrée, quoi, possible. Ouais, voilà, exactement. Je voulais que les gens puissent le tester, puissent voir que c'est un excellent logiciel. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire, parce que c'est moi le fondateur. Donc, je suis certainement pas objectif, mais il s'avère qu'on a énormément de personnes qui nous disent que c'est un logiciel qui est super, qui est facile à utiliser, qui est rapide. Donc bon, ceci plus cela, déjà quand tu as un bon produit moins cher, déjà, si tu veux, ça aide. Ça aide, oui, clairement. Mais à chaque fois, ce que tu me fais penser, c'est que vu que tu as migré toutes tes formations dessus, etc., il y a un vrai précepte quand tu fais des startups qui dit un petit peu eat your own dog food. C'est l'idée de consommer soi-même les produits qu'on crée. Et du coup, de faire ça, forcément, tu es obligé d'avoir un produit de qualité. Parce que toi, si en tant que formateur, ton produit t'emmerde, tu vas pas pouvoir le vendre, tu vas l'améliorer, quoi. Alors, donc forcément, il faut qu'il soit bon un petit peu. Alors, c'est eat your own food. Parce que si tu manges la nourriture de ton chien, tu vas pas t'éclater. Ouais, mais je crois que le proverbe, c'est un truc comme ça. Hein, oui, mais c'est... Enfin, je sais pas si on pourra checker, etc. mais c'est un peu chelou. Eat your own food. Parce que eat your own dog food, tu vois, c'est pas top, quoi. C'est pas super. Ne mangez pas la nourriture de votre chien. Ça va pas le faire. Non, mais t'as 100% raison. Il faut savoir un truc, c'est que System.io, aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour faire tourner tout notre business. C'est-à-dire que tous les emails qu'on envoie sont envoyés avec System.io. Toutes les pages, toutes nos formations sont hébergées sur System.io. On gère notre programme d'affiliation. Et aujourd'hui, donc en fait, on a un compte System.io. On a juste 2-3 fonctionnalités auxquelles nos clients n'ont pas accès. Par exemple, le fait de pouvoir vendre des abonnements à System.io, pour une raison que tu comprends bien. Voilà. Il n'y a que moi qui peux le faire, voilà. Mais sinon, c'est vraiment System.io. Et non, c'est une grande fierté, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps, toujours avec nos développeurs, à vraiment réfléchir pour faire un logiciel qui soit facile à utiliser. Et par exemple, il y a le mécanisme de ressources qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand on a commencé à se dire, OK, comment on va vendre des produits, normalement, tu dis, écoute, je crée un produit, quoi, dans le logiciel. En fait, c'est inutile. On s'en est rendu compte. Donc, en fait, le système de ressources, c'est-à-dire que sur les pages de paiement, tu peux ajouter des ressources. Des ressources, ce sont, comme son nom l'indique, des ressources auxquelles le client a accès après son paiement. Donc, je vais te donner un exemple. Tu vends une formation sur la page de paiement. Tu vas ajouter comme ressource accès à la formation. D'accord ? Okay. Tu vas ajouter comme ressource ajouter le tag client formation bidule. D'accord ? Okay. Donc, ce qui est très cool de faire ça, c'est que d'une, tu n'as pas besoin de créer de produit. D'accord ? C'est plus simple.
Mais de deux, si le client il demande un remboursement, l'accès aux ressources est supprimé automatiquement. Pareil, dans le cas d'un abonnement. Okay. Si tu vends une offre par abonnement, si le client arrête son abonnement, l'accès aux ressources est supprimé. Donc ça, c'est top, puisqu'avec la plupart des logiciels, quand tu intègres différents logiciels, etc., évidemment, tu n'as pas ce type d'automatisation. C'est-à-dire que quand ton client il demande un remboursement, en pratique, il a toujours accès à la ressource. Avec nous, non seulement c'est très facile à configurer, mais en plus, le client, automatiquement, s'il demande un remboursement ou s'il arrête son abonnement, l'accès à la ressource est supprimé. Si tu as ajouté une ressource, ajouter un tag, le tag est supprimé, donc il n'est plus indiqué comme client dans ta base de données. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel, en tout cas qui nous plaît bien. Ok, et une question, pourquoi avoir mis un prix plus accessible que ClickFunnels finalement ? Si eux ils priceaient haut, pourquoi t'es pas resté dans les mêmes zones de prix ? Parce que si tu veux, moi je vendais des formations pour aider les gens à créer leur business en ligne et je sais pas, je trouve que j'avais plus d'empathie avec mes clients, où je voyais bien que certains c'était des mecs qui gagnaient le SMIC et quand tu gagnes 1 200 € par mois, 100 € par mois, ça te fait quand même chier quoi, tu vois. Clairement, oui. Voilà. Ok. Super, mais franchement, je trouve que c'est cool comme façon de voir les choses, parce que si t'as pas beaucoup de concurrents, en général, c'est facile de se dire, de toute façon, on se met tous au même prix, et voilà. C'est les features qui feront choisir l'un ou l'autre, et puis... Non, mais chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est pareil pour mes formations, on a des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles, parce que voilà, une fois que tu as créé une formation, de toute façon, que tu t'en vendes 10 copies ou 1000 copies, ça te coûte pareil, quoi. Ça te coûte un petit peu de support client, mais moi, de toute façon, j'ai une équipe qui s'occupe du support client, tu vois, je m'en occupe pas, quoi. Donc, voilà. Ok. Et du coup, actuellement, là, tu es à peu près à... Donc, du coup, c'était il y a 2 ans que tu l'as lancé officiellement. Tu as fait 400 ventes dès le départ. Ouais. Et là, tu es à peu près à combien en MRR Je suis à peu près à 220 000 € par mois. Ok, oui, ah oui, ça a bien évolué. Ouais, en fait, on a doublé le chiffre d'affaires de la boîte tous les ans. Donc, voilà, je faisais quoi ? Je faisais, je sais pas, 300 000 € par mois. Donc, en 2018, on a fait 750 000. 2019, 1,5 million. Et en 2020, on a doublé encore, on a fait 3 millions. D'accord. Voilà. Non, la première année, tu voulais dire 300 000, c'était pour l'année, non ? Pas pour le mois ? Oui, 300 000, 300 000, oui, c'était à l'époque où, en fait, c'était avant de lancer le logiciel, quoi. Avec mes formations, je faisais 300 000 € par an, quoi. Ok, ouais. Putain, c'est fou. Et donc, globalement, là, tu fais presque au mois ce que tu faisais en un an, c'est fou. Et t'es une équipe de combien ? Là, on a une 30aine de personnes. Ok. Et c'est quoi la répartition entre les développeurs, les gens qui font le support, etc. Les développeurs, on n'en a pas beaucoup. On avait toujours la même équipe de 3 développeurs qu'on avait depuis le début. Et là, on vient de recruter un 4e développeur. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Mais comme on avançait très bien en étant une petite équipe et que plus t'as de monde, plus la communication est compliquée, etc. C'est toujours un petit peu compliqué de recruter comme ça rapidement les développeurs. On préfère recruter lentement. Donc là, maintenant, on est un peu obligé puisque la plateforme devient quand même assez énorme. On a plus de 6500 clients. Ça commence à faire... Ouais, voilà. Et puis beaucoup de fonctionnalités. Et puis voilà, on continue d'ajouter des améliorations. Et du coup, t'as des bureaux quelque part ou tout le monde bosse à distance ? Non, tout le monde bosse à distance. Moi, j'ai toujours eu cette culture, ça me convient très bien. Moi, j'avais un bureau, mais où j'étais tout seul. Et là, comme on vient de déménager, cette semaine, on a déménagé lundi. Donc là, je suis dans le bureau, dans une grande maison qu'on a achetée pas très loin de Lisbonne. Et, yes. Et ouais, c'est l'avenir. Hein. C'est le modèle des bureaux, c'est dead, quoi. Enfin bon. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je trouve que tu prêches un convaincu. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, tu vois, le truc de base, c'est que si tu as des bureaux, en tant que patron, tu te sens un petit peu obligé de te pointer le matin et de repartir tard le soir.
Voilà, pour montrer que tu es Tout là. le monde se sent obligé de trop de trucs dans des bureaux, c'est nul. Hein? Tout le monde se sent obligé de plein de trucs dans des bureaux, faire du présentéisme. Exactement. Pour tout le monde, c'est un peu Exactement. pourri. Donc nous, ça se passe très très bien. Tout le monde est à distance, tu vois. Moi, je bosse surtout le matin. Je sais que le matin, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un café et de me connecter sur mon ordi. Et c'est là où je bosse avec mes équipes, je les bouge, etc. Donc c'est vraiment un kiff. Et l'après-midi, je bosse toujours, mais sur les trucs moins importants. Je vais faire du sport, je vais chercher ma petite à l'école. C'est assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que tu vois, je peux sortir, je peux aller au sport, et dans la rue ou même au sport, je peux répondre à mon équipe sur Slack, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Oui, clairement, alors que quand t'es dans un bureau, si t'es pas là, t'es pas là, quoi. Et puis ça se voit, et puis machin, ceci, cela, non mais laisse tomber, quoi. Ok. Et du coup, finalement, tout le monde a une gestion du temps un peu plus flex comme ça dans ton équipe, grâce au fait de pas avoir de bureau? Ouais, alors on est clairement une boîte où c'est cool. Après, par exemple, le support client, forcément, voilà, il y a un système de planning, puisque on veut que... Parce que le support client, si tu veux, on répond 7 jours sur 7, et en général, on répond en 2 heures. Donc c'est pas mal du tout. Et donc, forcément, il faut qu'on s'assure qu'il y ait tant de personnes le matin, tant de personnes l'après-midi. Mais après, les développeurs, ils bossent absolument quand ils veulent. Les gens au marketing, puisque là, je bosse en fait, puisque on n'en a pas parlé, mais quand je dis on a 6500 clients, il faut savoir que la majorité de nos clients sont dans les pays francophones, mais on a de plus en plus de clients donc, sur le marché anglophone. Et on a également, puisque le logiciel a été traduit en anglais, mais également en espagnol, en italien, en portugais. Oui, ça c'est arrivé récemment, c'est ça? Ouais, relativement récemment. Après, ça prend du temps, parce qu'en fait, il faut construire les équipes, les former, etc. Donc là, je bosse beaucoup, en fait, sur le marché anglais, mais depuis déjà 1 an. Donc là, on a plus de 500 clients sur le marché anglais. Voilà. Ok, oui, ça commence à bien se construire, quoi. Ça bosse, c'est un petit peu le problème, c'est l'inertie, c'est-à-dire qu'au début, c'est lent, et puis après, ça s'accélère, mais non seulement il y a sur le marché anglais, on a d'excellents retours, pareil comme sur le marché français, des clients qui disent voilà, c'est génial, ça fait plein de choses, c'est facile à utiliser, c'est pas cher. Mais je commence à avoir également pas mal de VC qui me contactent pour investir dans la boîte, quoi. Clairement, là, vu le chiffre dont tu m'as parlé tout à l'heure par mois, forcément ça intéresse des VC, et ils voient qu'il y a quelque chose, quoi. Et je suppose que ClickFunnels a dû avoir des levées de fonds. Non. Je sais pas. Non. Ah ouais, non plus. Non. ClickFunnels, c'est la boîte. Alors, j'ai vu ça une fois, je sais pas si c'est vrai, hein, forcément. Mais ce serait la boîte bootstrapped avec la plus forte croissance au monde. Ah ouais? Voilà. Putain, c'est ouf. Donc nous, on a un produit dont certains clients disent qu'il est meilleur que ClickFunnels, qui vaut 5 à 10 fois moins cher que la boîte bootstrapped qui croît le plus vite au monde. Voilà, c'est juste pour te donner un petit peu... Donc ça veut dire que ça, on se reparle dans 2-3 ans ou 4 ans, allez, tu les égales, quoi. Non, parce que là, si tu veux, ils sont à combien? À 100, je sais pas, ils doivent être à 120 ou 130 millions. Je pense pas qu'on y arrive un jour. Par contre, qu'on fasse 20, 30, 50 millions, oui, c'est possible. Ok. Ça tombe bien, là on a atteint à peu près la moitié du podcast. Du coup, on va un peu parler du futur de ton projet. Et du coup, c'est un peu, c'est quoi finalement les objectifs que tu as avec System.io là? Tu veux aller où? Tu te vois où? Ouais, c'est une bonne question. Alors, écoute, c'est simple. Nous, pour 2021, l'objectif, ce serait de doubler encore. J'ai un plan pour y arriver. Je sais pas si on va y arriver. C'est vrai que le coronavirus nous a énormément aidé en 2020, on va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement français impose un confinement, nous on voit le nombre de ventes qui booste, quoi. Ouais, c'est impressionnant. On a fait si tu veux, on a pris le premier confinement, on a grossi je me demande si on n'a pas grossi de 50% en 3 mois. On est passé de 100 à 150 000 en 3 mois.
de revenus mensuels récurrents. Donc c'était ouf, quoi. Et donc voilà, donc en 2021, c'est de croître plus fort sur le marché anglais et puis développer également les autres marchés. C'est fou ça quand même, parce qu'on a vu passer plein de choses aux infos françaises en mode l'économie se porte mal, mais ils ont un peu oublié l'économie sur Internet qui, elle, a eu plein de boosts sur plein de... Non, mais l'économie, ils ont raison, de manière générale, l'économie se porte mal, puisque, enfin voilà, c'est... Tu vois, tout le monde n'a pas un business en ligne, etc. Mais ils en ont parlé beaucoup. Les tech compagnies se sont très bien portées, puisque bah, évidemment, quand tu es coincé chez toi, bah, tu commandes plus sur Amazon, tu regardes plus Netflix. Donc c'est voilà, tout ce qui est digital, forcément, ça profite. Hein, c'est clair. Pour le coup, je vis sur un business aussi où on bosse à distance. Je suis au Portugal, comme toi, je suis à Albufeira, un peu plus au sud. Et en fait, quand il y a eu les confinements, ça m'a très peu impacté. Tu vois, je bossais à distance déjà, j'avais déjà un bureau chez moi. J'ai rien ressenti de différent, juste je sortais un peu moins, puisque du coup, fallait faire des attestations, des trucs comme ça. Mais finalement, j'ai pas ressenti, tu vois, ce que les gens que je connais, qui sont à Paris ou quoi, qui m'ont dit, pour eux, ils étaient en prison, quoi. Et j'ai l'impression que notre mode de vie, notre façon de travailler, elle est super bien adaptée aux crises comme ça, quoi. Sans le vouloir, bien sûr, mais... Bah c'est clair, non mais clairement, mais après c'est un petit peu le hasard, tu vois. J'ai vu par exemple un article une fois qui disait que l'industrie du champagne a pris une grosse claque avec le Covid, puisque bah forcément, tu vois, quand les boîtes de nuit sont fermées, les événements sont fermés, les fêtes sont fermées, bah forcément on boit moins de champagne, tu vois. C'est un petit peu une victime collatérale, tu n'y aurais pas forcément pensé, mais... C'est ce que j'ai dit aux gens, c'est que voilà, on en a profité, c'était vraiment le hasard, on n'avait pas du tout, de toute façon personne n'avait prévu ce truc là, c'est de la chance et rien d'autre. Et puis bon bah après tant que c'est là, t'en profites et puis voilà, hein, mais il n'y a pas de mérite, c'est vraiment de la chance, comme dans la vie t'as des galères, c'est pas de chance, bon bah voilà, des fois t'as de la chance. Clairement. Alors attends, du coup il faut que je reprenne ma trame, c'est parfait, elle est là. Donc sur les questions que j'avais pour toi, sur la partie 2, un petit peu, il y en a une qui m'intéresse, c'est dans System.io, si tu veux rajouter une feature par exemple ou rajouter quelque chose, comment tu analyses que ça va être une idée viable, que ça va pas être de l'argent jeté par les fenêtres, c'est quoi un peu ton process pour faire évoluer ton produit ? Ouais, c'est une excellente question. Alors écoute, je te cache pas qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment booké. Donc en fait c'est simple, c'est mes besoins à moi, c'est des discussions tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait on a un groupe Facebook en français, donc aujourd'hui je crois qu'il y a 17 000 personnes, il y a aussi le groupe en anglais, on a bientôt 2000 personnes, donc en fait si tu veux je suis en contact au quotidien, moi de toute façon enfin, je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par ce logiciel, je suis passionné par ce projet, donc c'est un plaisir de bosser dessus, il n'y a pas de souci, tu vois, donc en fait, donc moi j'ai des besoins. Voilà, j'ai des besoins, il y a les besoins des utilisateurs, donc bah, c'est simple, plus tu as d'utilisateurs qui te demandent une fonctionnalité, bah, plus a priori c'est important. Et puis après, il y a des... Parce qu'en fait, si tu veux, moi depuis vraiment très longtemps, quand je te dis très longtemps, c'est 2011, j'écoute en fait des podcasts de... Bah, c'est marrant, les gens qui nous écoutent, bah, vous faites bien, parce que moi j'écoute des podcasts depuis des années, et c'est impressionnant ce que j'ai appris. Je suis un vrai geek des SaaS, quoi. C'est-à-dire, je sais où sont les boîtes, tu vois, qui c'est le patron, quel est leur chiffre d'affaires. Je suis un vrai geek de ça, parce que ça fait des années, c'est un plaisir. Et une petite anecdote, c'est que, je sais pas si tu connais Thrive Themes. Non, ça me dit rien. C'est assez connu, c'est des plugins WordPress, en fait. Donc, ils ont un builder. Voilà, Thrive Themes, peut-être Thrive Themes. Thrive Themes. Je vois que tu sais, ça me dit rien, mais peut-être si tu me parles de leur plugin, je vais peut-être... Comment il s'appelle ? C'est Thrive Architect, mais ils en ont plusieurs, ils ont une suite, ils en ont voilà, une petite dizaine et tout, mais bon, ils sont assez connus. Moi, c'était même le builder que j'utilisais avant, quand j'utilisais toujours WordPress, avant d'utiliser System.io. Et en fait, la CEO de la boîte, qui s'appelle Anne, ou Anna, c'est une Belge, elle est venue s'installer à Lisbonne, et du coup, on s'est croisés plusieurs fois, et un jour, elle me dit, ouais... j'aimerais bien rencontrer réseauter avec des gens qui ont des vraies boîtes, pas des débutants, etc. Elle m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un ? Et en fait, j'ai réalisé que je connaissais personne.
je ne connais personne qui a un logiciel, tu vois. Ok, ouais, c'est fou. Là où je veux en venir, c'est que c'est grâce justement au fait d'écouter ces podcasts depuis des années, ces conversations, que j'ai appris énormément de choses. Parce que t'entends des petits tips, tu vois. Par exemple, je sais qu'une fois, il y avait quelqu'un qui disait, un fondateur d'application SaaS, il disait, bah voilà, c'est simple, quand on me demande une fonctionnalité, je me pose les questions suivantes. Est-ce que si on n'ajoute pas la fonctionnalité, cet utilisateur va partir? Tu vois, ouais. C'est aussi un truc pour pondérer un petit peu. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a des milestones, tu vois, qu'on va accomplir là en cette première partie d'année. Et pour moi, la priorité, ça va être d'ajouter des fonctionnalités qui vont permettre d'apporter de la croissance. D'accord, ouais. Et donc, du coup, c'est intéressant que tu parles de croissance. Tu veux l'optimiser. Du coup, ça veut dire que déjà, niveau churn, donc les gens qui partent, il y en a très peu. Tu n'as pas besoin de l'optimiser de ce côté-là? Alors, le churn, je t'explique. Nous, on est sur un marché difficile. On est sur un marché où on vend à du particulier. On vend à du Jean-Michel, de la Simone, de l'Antoine, du Martin. Voilà, on est donc, si tu veux, on a un churn qui est assez élevé. Mais tu vois, par exemple, tu connais Noah Kagan? Non. Noah Kagan, ouais, il est assez connu quand même. C'est le mec de AppSumo. Ah si, oui, je connais sa boîte, mais je savais pas le nom du fondateur. Ouais, il est assez connu parce qu'il a pas mal de personnalités, bon voilà, etc. C'est un des marketeurs, un peu connu aux États-Unis, etc. Et en fait, un jour, il disait voilà, si ton churn est trop élevé, c'est que ton produit est pas bon. Bah, en fait, non, c'est faux, puisque si tu vends à des particuliers, t'auras forcément pas le même churn que si tu vends à des banques, etc. Donc nous, je pense qu'on a un logiciel absolument excellent, qui fait plein de choses, qui est facile à utiliser, qui est pas cher. Mais bon, voilà, quand tu as Jean-Michel qui veut créer un business, tu vois, il essaie de créer un business, dans 3 mois ça marche pas, il va essayer de faire un petit peu d'immobilier, etc. Et puis il reviendra dans 6 mois, c'est ce qu'on voit beaucoup, il y a des gens qui partent et qui reviennent. Mais donc on a un churn qui est très élevé pour une start-up, c'est-à-dire, moi je sais qu'il y a pas mal de créateurs de start-up, si je leur disais notre churn, tu vois, il bondirait au plafond. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Je dis pas que notre logiciel est parfait, on est tout le temps en train d'améliorer. Mais je dis juste qu'il y a un moment où quand même faut réaliser qu'on est face à un marché de petits, de particuliers. De petits, c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est des, tu vois, tu vois, t'as des boîtes qui disent ouais, nous on target les boîtes de 5 000 à 10 000 employés. Ouais, nous on target les boîtes de 0 à 1 employé. Donc forcément, on est face à des petites boîtes, des toutes petites boîtes, même des particuliers. Donc forcément, des gens qui se lancent en plus la plupart du temps. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas de souci, puisque c'est mon domaine. Je vis de ça depuis 2010. J'y crois. Je pense que, voilà, bien sûr, tout le monde ne va pas réussir à créer un business, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut pas essayer d'aider les gens, parce qu'il y en a qui arrivent, et c'est magnifique, et ça leur permet de créer leur business, de gagner leur liberté. Et donc, c'est génial de donner des outils, que ce soit non seulement un logiciel, mais également des formations, à des gens pour les aider à, tu vois, à gagner leur liberté, à créer leur business, à être leur propre patron. Je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Mais tu sais, moi je suis prêt à affirmer ça dans le sens où je crois vraiment que dans le futur, tout le monde aura un petit business à côté de son travail ou vivra de son propre business. Parce qu'en fait, on a tous des expertises dans certains domaines qui ont de la valeur pour les autres et que plus on va avancer avec des logiciels comme le tien, en fait, et plus je pense que ça deviendra simple de vendre les compétences qu'on a acquises. Et du coup, tout le monde aura soit un petit side project, soit un projet où ils sont à fond dessus, quoi. Mais je pense que ça va se démocratiser. Que tout le monde, je sais pas, je pense pas, mais de plus en plus, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on vendait des formations sur créer votre business en ligne, forcément, tu avais des critiques, des gens qui disaient voilà, vous êtes des arnaqueurs, etc. 10 ans plus tard, en fait, on a plein de clients qui ont créé leur business en ligne, tu vois, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus démocratisé. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Là, ce matin, j'ai reçu un email. C'est impressionnant parce que, si tu veux, je suis contacté pas souvent, mais quand même régulièrement par des VC, des boîtes qui je sais pas d'ailleurs comment, enfin bon, si certaines je sais, c'est sur Indie Hacker ou sur le LinkedIn, etc. Mais le gars, j'ai jamais vu un email aussi bien écrit. Ça m'a fait trop plaisir. Il m'a dit voilà, franchement, on trouve que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Et il a dit justement un truc là-dessus sur le fait de vendre à des particuliers, parce qu'ils nous ont dit. Il a dit ouais, un truc genre c'est le double black diamond, donc ça m'a fait rigoler, j'ai dit ça à ma femme parce qu'il a dit voilà, c'est extra plus difficile parce que non seulement tu dois faire un logiciel performant
comme tu vends à des particuliers, mais également tu dois faire un logiciel facile à utiliser. Donc c'est vraiment une balance qui est extrêmement difficile. Et nous, en fait, on se pose toujours la question, voilà. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que plus tu as de fonctionnalités, mieux c'est. C'est comme si je te disais, plus tu manges, mieux c'est. Non, ouais, au bout d'un moment, c'est contre-productif, quoi. Tu vas te sentir pas bien, et si tu continues, tu peux mourir, tu vois. Donc non, c'est pas ça. Justement, c'est une balance. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette discussion avec les utilisateurs, cette éducation, à leur dire non, écoutez les gars, vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est justement là où mon expérience en tant que vendeur de formation, en tant que coach, puisque j'ai également eu des clients en coaching, est utile, puisque je suis capable de leur dire non, t'as pas besoin d'un bouton qui bouge, tu vois. T'as besoin d'ajouter une nouvelle offre, t'as besoin d'avoir plus de gens sur ta liste email, etc., etc. Donc ça permet un petit peu de rebalancer les choses, puisque on explique aux gens, plus vous avez les fonctionnalités ont un coût, dans le sens où ça rend l'interface plus compliquée. Donc il faut toujours trouver une balance entre la puissance, donc plus de fonctionnalités, et la simplicité, l'ergonomie, puisque plus c'est compliqué, moins tu peux faire de choses. Donc voilà. Et donc il y a ce VC qui m'a approché, et bon, j'ai déjà eu plusieurs approches. On me dit voilà, on est intéressé, etc. On aimerait parler avec vous, etc. Mais là, le gars, j'ai jamais vu, et il m'a dit qu'ils connaissent bien ce domaine, puisqu'ils ont investi dans une boîte. Alors je connaissais pas du tout. C'est genre ICWID, donc je me suis dit c'est la cata ce nom, etc. J'ai cherché et j'ai vu que genre ils ont levé 43 millions, quoi, et qui font 20 millions de revenus annuels récurrents. Donc voilà, ça fait plaisir. Et bon, ça se voit qu'ils connaissent bien cet espace. Justement, ils nous disaient voilà, on connaît bien cet espace ce qu'ils appellent SMB, tu vois, Small and Medium Businesses. Donc en réalité, c'est même moins que ça, je pense, techniquement, puisque c'est vraiment de 0 à 1 employé. Mais ils connaissent bien cette industrie, puisqu'ils m'ont dit voilà, on voit bien ce que vous faites, et c'est difficile et vous le faites très bien. Et ça m'a fait super plaisir, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et bon, apparemment les résultats suivent, quoi. Trop stylé, effectivement, de recevoir ce genre d'email. Ouais. Et j'aimerais savoir, du coup, un peu, ça fait 2-3 fois qu'on parle des VC, là. Du coup, c'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est quelque chose que tu aimerais faire, peut-être dans le futur, de lever, ou tu veux continuer en bootstrap? Alors moi, j'ai pas du tout envie de lever, puisque en fait, j'ai pas besoin, puisque notre boîte, elle est profitable, tu vois, donc je gagne déjà voilà, beaucoup d'argent. Donc quand tu as une boîte qui est profitable et qui croît très vite, en fait, t'as pas besoin de lever des fonds, tu vois. Donc, mais bon, ce que je leur dis, c'est que voilà, nous, moi, c'est pas du tout mon optique de lever des fonds, de vendre ma boîte. Mais bon, pourquoi pas rester en contact si jamais dans le futur les choses changent, quoi. Voilà. Ok. Intéressant cette vision. Tu sais, c'est un peu ce que je porte avec ce podcast. En fait, c'est la vision. J'aime pas trop, comme font beaucoup de startups en France, c'est qu'on fait beaucoup la course à la levée, et derrière, on cherche pas forcément à rentabiliser notre business. Tu sais, il y a beaucoup de startups qui disent oui, mais on cherchera un business model plus tard, un peu à la Facebook, etc. Comme si c'est devenu un peu la seule voie dorée, on dirait, de faire ça, alors que du coup j'ai participé, parce que je suis CTO maintenant dans une boîte, et j'ai été développeur, et j'ai participé à des boîtes qui faisaient ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Des fois, il n'y a pas toutes les boîtes qui ont besoin de lever. Il faut vraiment avoir un objectif particulier, je trouve, pour lever, et c'est un peu malheureux, je trouve, qu'il y ait beaucoup de boîtes qui partent dans ce truc-là. J'ai l'impression, par dépit, en fait, de pas trouver un business model, ils font la course à la levée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a 2 cas de figure. Tu as le premier cas de figure où, il y a un business qui est valide, parce que tu as de l'attraction, tu as des clients, il y a de la croissance. Voilà, il y a un vrai business model, il y a un vrai product market fit, il y a de la croissance, etc. Donc là, effectivement, ça peut être pertinent de lever des fonds dans une optique. On va essayer de prendre des parts de marché, puisque ce qu'on veut, c'est être... d'être un leader sur le marché, et puis tu as des boîtes effectivement qui sont en mode on n'a pas grand chose, mais on va lever des fonds et puis on va essayer de trouver, et là c'est évidemment beaucoup plus risqué. Oui, clairement.
Mais après, moi, je t'as un trouve marché que pour ça. Hein. Il faut pas oublier que voilà, si t'as des gens qui ont mis de l'argent dedans, bah, c'est leur responsabilité. Des fois, ça peut payer, je sais pas. C'est risqué, ça c'est sûr. clairement, c'est plus risqué. Et je pense que, bah, effectivement, s'il y a des gens qui sont pas payés pour, très bien. Mais en tout cas, les gens que j'interviewe dans le podcast, j'essaie de trouver des gens qui sont plutôt dans ce que j'appelle des artisans du web, tu vois, c'est des gens qui veulent faire d'eux-mêmes et qui veulent grandir d'eux-mêmes et qui veulent y arriver par eux-mêmes, tu vois. Et je trouve que ça a beaucoup de valeur de parler à ces gens-là, de voir de voir leur parcours et comment ils ont fait, qui ils sont, pour finalement arriver à faire un business qui tourne, plutôt que ce que tu peux avoir dans les grands trucs showcase de BFM ou quoi, où en fait, vu que c'est beaucoup par réseau, en fait, t'es avec des VC, c'est facile d'aller à la télé, etc. Et au final, c'est des belles histoires. C'est des belles histoires, mais je trouve qu'il y a moins souvent des gens qui ont vraiment galéré fort et qui ont pris le temps, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, l'effet boule de neige, tu vois, on commence, on fait 400 ventes et puis on va y aller, quoi. Ça va prendre du temps, on va y aller, mais ça va marcher. Ouais, après, non, mais c'est sûr que moi je vois des boîtes. Il y a par exemple, je sais pas si tu connais Live Mentor. Ouais. Bon, bah Live Mentor, je sais pas. Ils sont partout, on les voit partout dans les podcasts. Alors ils sont invités, ils sont réinvités. Bon, voilà. Après, en général, je dis pas de trucs négatifs sur les boîtes, etc. Mais enfin, je sais pas, quand tu vois une boîte comme ça, comme Live Mentor, où tu vois, c'est l'armée mexicaine, ils sont je sais pas combien d'associés, ça fait pas de bénéfices, ils ont levé des fonds pour vendre des formations. Enfin, quand tu lèves des fonds déjà pour vendre des formations à 1 500 €, c'est que, enfin, je sais pas, c'est. Ouais, d'accord. Et que toi, tu fais le même chiffre d'affaires tout seul, mais en plus, t'es profitable et voilà. Tu te dis, voilà, c'est. Donc, il y a clairement le fait que ce que tu vois à la télé ou ce que tu entends à la radio ou voilà dans les podcasts, etc., c'est pas forcément le mieux, quoi. Il y a un petit peu un espèce de petit cercle, c'est des questions de réseau, etc., et c'est un petit peu de l'hype. Donc après, encore une fois, il y a un marché pour ça, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, moi, ce que j'explique aux gens qui rentrent dans notre équipe, je leur dis, voilà, écoutez, notre boîte, elle est extraordinaire, puisque la plupart des boîtes, elles vont grossir peut-être de 5% par an. Ouais. Nous, on grossit de 5% par mois. Et donc, tu as très peu de boîtes qui grossissent. Donc, si tu grossis de 6% par mois avec les intérêts composés, tu vas faire plus 100% par an. D'accord ? Donc, nous, c'est notre objectif de croissance, c'est 6% par mois. Donc, si tu veux, tu as très peu de boîtes qui grossissent de 6% par mois ou de 100% par an. D'accord ? Oui, parmi ces boîtes-là, je suis totalement d'accord. Voilà, mais parmi ces boîtes-là, la plupart sont à l'équilibre ou à perte. Nous, on est profitable. Donc, c'est ce que j'explique aux gens qui rentrent dans notre boîte. Je leur dis, voilà, vous avez de la chance parce que c'est vraiment une boîte extraordinaire, parce que non seulement on a une croissance très forte, mais en plus, on est profitable. Donc, on est une minorité parmi une minorité. Et pourquoi je leur dis ça ? Parce que, déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience, voilà, c'est normal, hein, quand tu es jeune, tu démarres dans la vie active, toutes ces histoires de croissance, tu n'as pas forcément d'idée par rapport à ça. Et puis, c'est aussi pour leur donner un petit peu un référentiel, pour leur dire, voilà, c'est vraiment une boîte extraordinaire. Et la chance, c'est que vaut mieux bosser pour une boîte qui croît très vite, puisque tu as plus d'opportunités, puisqu'il y a plus de création de postes, etc. Donc, j'ai quelqu'un qui a commencé au support. Aujourd'hui, il est coach, il prend en charge des clients directement. Et voilà, je ne vais pas donner de chiffres, mais il gagne très, très bien sa vie. Voilà. Oui, forcément, quand la boîte grandit vite, tu as plein de possibilités d'évoluer, de changer de poste. Tu as plus d'opportunités, et même c'est plus excitant. Tu vois. Quand tu bosses dans une boîte qui grossit de 6% par mois, c'est juste cool, quoi. C'est excitant, c'est intéressant, c'est stimulant. Ça, je veux bien te croire. Ce qui est fou, c'est que vous arrivez à grandir autant alors que votre équipe grandit pas tant. Souvent, quand tu vois des boîtes VC-backed, en gros, ils grossissent énormément, mais ils scalent la team, ils scalent les coûts, et en gros, ils scalent pas du tout leur rentabilité, quoi. Non, mais alors attends, parce que chacun, moi voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas réponse à tout, je peux me tromper comme tout le monde, etc. Mais tu vois, là par exemple, j'ai vu, je sais pas si tu connais Thinkific. Si, oui, je connais, oui. Voilà, donc Thinkific, c'est des Canadiens, donc ça marche bien, ils doivent faire, je sais pas, 20 millions par an.
Et là, j'ai vu qu'ils ont levé, donc je sais plus si c'était 40 ou 50, 60 millions, un truc comme ça. Et j'ai vu, on est allé sur leur site et on a vu tous les recrutements. Et je me suis dit, mais c'est chaud, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont recruter des boulets, tu vois. C'est-à-dire que... Donc je dis pas que notre modèle, il est parfait, parce que certainement, voilà, c'est comme tout, hein, il y a des avantages et des inconvénients. Certainement, enfin, peut-être même... Il marche pour vous, quoi. Bon, il marche pour nous, ouais, c'est une chose, mais peut-être qu'on ne croit pas aussi rapidement qu'on pourrait. Mais voilà, quoi. Enfin, moi, je préfère recruter lentement et sûrement que de recruter des tonnes de personnes où tu sais que ça va quand même, ça risque de partir en couille. Tu vois, ça va créer plus de hiérarchie, plus voilà, une communication plus difficile, plus de querelles de bureau, etc. Donc c'est chaud, quoi. Moi, je ferai très attention, et puis tu vas payer des gens en fait qui apportent pas beaucoup de valeur. Donc, mais c'est aussi un petit peu. J'ai un pote qui a une boîte qui marche, qui cartonne pas mal du tout, qui aide les boîtes à trouver des financements, et du coup il voit passer beaucoup de projets, et des fois on se tape des barres, tu vois, parce qu'il me parle il me dit voilà, je vois comment ça se passe quand il y a une levée de fonds, on se sert sur la bête, quoi. C'est-à-dire qu'on fait péter tu vois l'avocat, le retainer à 3 000 € par mois, alors qu'on l'utilise tu vois 3 fois par an, les consultants, etc. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que, parce qu'en fait ma démarche a toujours été une démarche d'investisseur. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai lancé System.io, j'avais déjà fait quelques investissements dans l'immobilier, et ma démarche a été voilà, quelle est ma valeur ajoutée si je continue à investir dans l'immobilier par rapport à quelle est ma valeur ajoutée si j'investis dans mon business où j'ai déjà plusieurs années d'expérience et où je travaille dessus à temps plein. D'accord ? Donc ça a été un petit peu voilà, ma démarche. Et aujourd'hui, je continue à avoir cette démarche. Donc c'est-à-dire que je me dis voilà, est-ce que je préfère prendre des bénéfices et je les investis, et dans quoi je vais les investir, ou est-ce que je préfère investir dans la boîte et faire croître la boîte, tu vois? Donc j'ai vraiment cette démarche, comme je suis solo founder, donc c'est assez intéressant. Mais et donc voilà, donc vu que c'est mon propre argent, je fais attention à la rentabilité, et je sais que si tu recrutes plein de personnes, enfin je pense que plus tu investis de l'argent rapidement, plus ça va être difficile d'avoir un retour sur investissement. Donc un des avantages, c'est qu'effectivement tu peux grossir plus vite et prendre des parts de marché, devenir un leader, essayer de le rester, etc. Mais un gros inconvénient, c'est que vraiment, clairement, tu vas recruter des personnes qui sont pas si bonnes que ça. Et quand tu recrutes des gens qui sont pas bons, ça te coûte cher en général. C'est pas en termes d'argent, mais en termes de stress et de travail et de galères et de problèmes, ça coûte cher. Je suis dans un Discord qui s'appelle Le Chantier, où on est pas mal d'entrepreneurs comme toi, comme moi. Et dedans, on parlait avec un mec justement qui a monté une boîte où ils sont montés à 50 personnes. Et en fait, il veut redevenir solo entrepreneur, parce qu'il a dit, en fait, on a recruté à tour de bras, et faire des mauvais recrutements, ça a un coût bien plus supérieur que juste l'argent que tu donnes à l'État pour... C'était assez ouf son retour, où il disait je veux plus faire ça, je veux plus recruter des gens, je veux bosser qu'avec des freelances, et tu sais, vraiment avoir une culture du résultat plutôt que d'employer des gens ou voilà, non, et c'est aussi de prendre le temps de s'assurer que les gens enfin moi je sais pas, mais je trouve que dans notre boîte, et c'est parce que moi en fait, si tu veux, je me considère comme un entrepreneur, j'essaie toujours d'apporter de la valeur. Donc c'est d'apporter de la valeur à nos clients, à nos affiliés, mais évidemment aux gens qui travaillent dans notre équipe. Donc tu vois, j'essaie toujours de faire attention au fait qu'ils soient contents, de leur travail. Donc voilà, par exemple, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans la boîte. Tu vois, clairement, si je suis pas content et je suis exigeant sur certaines choses, je le dis directement aux gens. Mais je suis toujours là pour dire voilà, c'est bien ce que tu as fait, etc. Pour leur dire voilà, merci pour ton travail, etc. C'est vraiment important d'encourager les gens. Et on a des gens, franchement, voilà, on a une équipe. Alors tous ne sont pas des A-players, mais voilà, on a vraiment beaucoup de A-players. Et puis les gens qui sont pas des A-players, ils font un travail, on va dire, tout à fait correct, et dans l'ensemble il y a voilà, des gens sympas, gentils, tu vois, cool, positifs. C'est vraiment une super ambiance, et je sais pas, je trouve que c'est important d'avoir des gens bien. Et je vais te dire, là j'ai essayé de scaler, de monter une équipe de marketing de contenu anglophone. Et quand je suis arrivé à 12 personnes, je me suis rendu compte qu'en fait les articles qu'on écrivait, c'était pas bon du tout.
Et quand je l'ai dit à la manager, sa réaction, ça a été non, mais nos articles, ils sont très bien. Donc je me suis dit, bah écoute, ça fait 10 ans que je fais ça, toi ça fait 1 mois, donc là comme ça, tu vois, sur le papier, j'aurais tendance à penser que c'est toi qui as tort, tu vois. Ouais. Et voilà, donc et c'est pareil, hein, évidemment, elle est partie en me faisant comprendre que, tu vois, j'étais une sous-merde. et voilà, c'est ce que je te disais, c'est quand tu travailles avec des bûches, ils vont te prendre la tête, c'est un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire qu'en partant, ils vont t'insulter littéralement, tu vois. C'est-à-dire que donc elle est partie, elle m'a dit voilà, bah, quand est-ce que je vais avoir mon argent? Je dis bah en fait t'énerve pas, hein, t'as fait le paiement aujourd'hui, tu vois, attends 2 jours parce que tu vois on n'est pas dans le même pays. Ouais. Elle m'a dit ok, bah dès que je reçois le paiement, je t'envoie les dossiers, tous les fichiers, etc. auxquels j'avais accès. Elle a reçu l'argent, elle l'a jamais fait, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point de pas avoir les bonnes personnes, c'est une galère. Et vraiment, ça a été pénible. Ça a été 1 mois et demi très compliqué, très difficile. Et par chance, il y avait un gars. Donc ça m'a rappelé vraiment l'épisode avec les développeurs, parce qu'il y avait un gars où, tu vois, il était jeune, il sentait bon, il écrivait bien, il avait l'air sympa, et c'est une bombe. Et du coup, là, on est en train de construire une petite équipe, mais petit à petit, où vraiment on prend le temps d'intégrer les gens et d'avoir des gens voilà, qui sont dans le même délire, qui sont juste... la majorité des gens sont des chèvres, c'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est quand même pas compliqué. Non mais enfin, je veux dire, on est tous là, on a tous besoin d'argent, on a tous envie de réussir. Bah, faut être coachable, faut écouter, faut avoir envie de progresser. La majorité des gens sont pas dans cette optique-là, donc c'est difficile de trouver des gens qui sont vraiment très bons. C'est ce que je te disais au départ, je t'ai dit voilà, la majorité des gens sont vraiment médiocres. Il y a très peu de gens qui sont vraiment très bons, et si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut t'assurer que tu aies au moins une ossature, une structure solide de gens très bons. Oui, je pense qu'une fois que tu as commencé à avoir une équipe de A-player, en fait, même si tu fais rentrer quelqu'un qui a besoin de progresser, il va progresser parce qu'il s'il est prêt à ça, il va progresser. Et puis après, ça dépend aussi, tu vois, par exemple pour le support, et c'est pas pour diminuer l'importance du support, parce que c'est un travail très difficile, et vraiment, voilà, notre équipe, ils font un travail extraordinaire, mais si tu as un A-player qui est manager, et le reste, il y a peut-être 2-3 A-players, mais le reste, c'est plus dans la norme, mais ça reste très correct. Bon, bah là, ça va très bien, mais après, ça dépend aussi des postes, ça dépend de l'organisation, mais il faut vraiment... Nous, je pense que c'est une des forces, en fait, de notre boîte, c'est vraiment cette capacité à recruter des gens et à les intégrer, à les entraîner. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Et peut-être c'est notre vision, et peut-être il y a d'autres manières de faire. Peut-être que si on levait, 30 millions et qu'on recrutait plein de gens, peut-être qu'in fine, on aurait plus de résultats, etc. Voilà, chacun a sa manière de faire, etc. Mais vraiment, c'est toujours un truc que j'ai pensé, c'est que c'est une des forces de notre boîte. C'est cette capacité à recruter des gens. C'est quoi ton process un peu pour recruter, vu qu'on en parle? Bah, recruter, je te dis, c'est... Alors, il y a un livre qui est très très bien pour le recrutement, c'est Method. De toute façon, tu vas sur Amazon.com, tu vas sur HR, et c'est le premier livre. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est vraiment... En fait, grosso modo, c'est comme un entonnoir de vente. C'est-à-dire que... Bon, déjà, il y a un travail intéressant à la base où tu vas... Mais ça, c'est très formalisé, hein. Nous, on ne fait pas aussi compliqué que ça, mais on l'a fait parfois, où tu vas définir le poste. Donc déjà, c'est bien de le mettre sur papier, puisque voilà, au moins tout le monde est clair dessus et on est clair sur les attentes. Ensuite, tu as une fiche pour à chaque fois que tu fais une interview avec un candidat. Eux, ils ont un process où il y a genre 3 interviews, puisque c'est pour recruter carrément des CEO, etc. Donc évidemment, si tu recrutes quelqu'un de moins important dans la boîte, tu vas pas te prendre la tête autant, tu vas faire un recrutement. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'avoir, en fait, c'est vraiment un entonnoir de vente où tu vas passer une annonce, il y a les gens qui vont répondre. On va faire une première sélection. Ensuite, on va prendre les gens à l'interview. On va faire une deuxième sélection. Ensuite, on va prendre les gens à l'essai. On va faire une troisième sélection. Donc, c'est pas sorcier, hein. On n'a pas réinventé la roue, mais grosso modo. Et ça veut dire que c'est comme en vente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ton entonnoir de conversion, plus tu as de personnes en entrée, plus tu vas avoir de personnes en sortie. Donc, en fonction de combien de personnes tu as besoin en sortie, et si tu es sur vraiment des tâches à très forte valeur ajoutée, bah, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Typiquement, tu vas rechercher 1, 2, 3 personnes maximum. Bah, ça veut dire que tu n'as pas non plus besoin de milliards de personnes en entrée. Donc, voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'être exigeant. En fait, quand tu recrutes quelqu'un et que tu le testes et que tu te dis, voilà, tu te poses la question, tu te dis, attends, est-ce que ce gars-là... Si tu as un doute, déjà, c'est que le mec, c'est pas un player, c'est pas possible. Donc après, c'est une question d'expérience.
Mais une règle au doigt mouillé, c'est clair, c'est que déjà, si tu commences à travailler avec quelqu'un et que tu as un doute, déjà, c'est pas un A-player. Ouais, c'est que ça part mal. Ouais. A-player, je dis pas que c'est tout rose, tout parfait, tout etc. Mais quand tu commences à avoir des doutes sur quelqu'un, déjà, c'est que c'est pas un A-player, c'est pas possible. Je regarde les A-players qu'on a dans la boîte, je me suis jamais dit, voilà, est-ce que ce gars, il est vraiment bon? Est-ce que il fait du bon travail? Non, c'est pas possible. Et les A-players, tu discutes, c'est toujours, tu vois, tu vas jamais t'embrouiller avec un A-player, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a du respect, tu te comprends, c'est pro. Ça veut pas dire que tu vois on est des machines, etc. Il y a de l'humour, etc. Mais on est entre gens intelligents qui se comprennent, qui sont ouverts à la critique, qui veulent progresser. C'est un autre délire. Mais c'est pour ça que déjà soi-même faut être un A-player, je pense, pour recruter des A-players. Et c'est pour ça que quand tu as recruté un A-player, bah déjà tu as beaucoup plus de chances que lui-même il puisse recruter d'autres A-players. Parce qu'au départ, moi sur le marketing anglais, j'étais limité parce que c'était moi qui faisais le recrutement. Donc c'était, tu vois, c'était beaucoup de travail parce que j'ai déjà pas mal de travail à la base. Ok. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à cette question. Donc, tu parles d'être un A-player. Et c'est quoi qui t'a fait devenir un A-player pour toi? C'est ce que t'écoutais les podcasts que tu disais au début ou il y a d'autres Non, mais voilà, ça peut faire prétentieux de dire qu'on est un A-player. Mais bon, si tu veux, il y a un moment, tu vois... Enfin, je sais pas, on va pas faire le timide, quoi. Moi, je pense que je suis un mec... Je suis un mec professionnel, je suis un mec sérieux, je tiens mes engagements. Je sais pas, bah c'est toute mon expérience, tu veux, comme ça fait 10 ans que je fais ça, que je suis dans le web marketing. Il y a tous les podcasts que j'ai écoutés, mais c'est aussi tous les échecs que j'ai eus, les gens avec qui j'ai travaillé. Donc on apprend énormément de ces échecs, quoi. Donc c'est vraiment toutes ces expériences, quoi. Moi, j'ai l'impression personnellement que c'est vraiment le point déterminant, c'est ton rapport à l'ego. Et si tu as énormément d'ego et que tu te remets pas en question du coup, et tu dis ah ben non mais c'est la faute A, j'y suis pas arrivé, tu vois, c'est pas moi, c'est la faute A. Ben en fait tu progresses pas. Et par contre si tu as la dynamique inverse qui est de dire que je sais plus dans quel livre j'avais vu ça, mais c'était l'idée que se dire responsable, c'est dans le sens être capable de donner une réponse à un problème. Et du coup, si tu te sens responsable des choses qui t'arrivent, tant que c'est dans les choses où tu peux réagir et le changer, ben dans ce cas-là, tu progresses beaucoup plus que quand tu te dédouanes. Mais c'est exactement ça. C'est moi quand je suis tombé un petit peu dans la marmite, c'est quand j'ai commencé dans la vie professionnelle. Donc j'étais administrateur système et réseau. Et en fait, je suis tombé sur tout le monde du développement personnel, etc. J'ai commencé à lire des livres et j'ai trouvé que ça m'a vraiment aidé, quoi, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai réalisé, donc c'était une petite boîte, on était une trentaine de personnes, qu'en fait, il y avait des gens dans la boîte, ils n'avaient jamais tort. Tu vois, dans leur tête, c'était clair. Les mecs, ils n'avaient jamais tort. Et c'était les mecs qui restaient dans un bureau et qui n'évoluaient pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient la même chose depuis des années. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu le principe de base. C'est que si tu considères que tu n'as jamais tort, tu te remets en question, donc tu ne progresses jamais. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, faut se vilipender à longueur de journée, etc. Mais je pense qu'il faut essayer d'être vraiment clair sur qui on est, ses aptitudes. Et ça rejoint une notion qu'on n'aborde jamais dans les podcasts, qu'on n'aborde jamais dans tout le contenu sur les entrepreneurs, etc. Et pourtant, c'est fondamental. Et j'y pense souvent, c'est en fait le good judgment. Tu vois, je sais pas comment on dit en français, le bon sens. C'est qu'en fait... Ouais, mais le bon sens, c'est un truc, en fait... C'est pas bien connoté en français, peut-être. Non, alors, c'est pas... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne percutent pas que... Tu vois, moi, je vais donner un exemple, c'est que moi, je sais que je sais toujours à peu près quelle heure il est, à 5 minutes près. Tu sais, c'est une blague avec ma femme. Je dis, ouais, quelle heure il est? Je pense qu'il est 2h55. Là, elle me dit... ou je sais pas, je regarde et je dis, ah non, 2h57. Ah, je suis vraiment une daube. Je me suis trompé. Et elle rigole parce que je sais toujours l'heure qu'il est à peu près. Et pour moi, c'est un principe de base. C'est qu'en fait, tu vois, c'est même toi, par exemple, si t'es pas conscient vraiment du monde qui t'entoure, des réalités, tu risques de prendre les mauvaises décisions. Je vais te donner un exemple bateau. Mais si tu vois, t'es au bord d'un précipice et que t'as l'impression qu'il y a un pont, tu vas marcher, tu vas tomber et tu vas te tuer. Donc, c'est vraiment une question de survie. Donc, dans le domaine du business, et ce que je veux dire, c'est que là, il y a beaucoup de gens, enfin, tu vois là, par exemple, je vais pas rentrer dans les trucs politiques, etc., mais tu vois tous les mouvements conspirationnistes, négationnistes, etc., sur Internet, tu dis, putain, mais il y a beaucoup de gens quand même, c'est-à-dire qu'en fait,
sais, ils sont un peu dans une autre réalité, quoi. Ils croient que... et ils vont le contester, ils vont me dire non mais c'est toi en fait le boulet qui voit pas que la Terre est plate, tu vois. Donc c'est compliqué, chacun a sa propre, tu vois, sa propre réalité. Moi je sais qu'avec ma réalité, j'ai des résultats extraordinaires. Donc je dis pas que j'ai raison tout le temps, mais je pense qu'il y a des choses que je vois bien, et je pense que pour un entrepreneur, c'est là où je voulais en venir. Good judgment, c'est un truc qui se travaille, qui s'apprend, et tu peux me dire que la Terre est plate et que tu as raison, mais bon, à la fin, on fera les comptes et on verra qui, tu vois, a pris des bonnes décisions dans sa vie qui lui ont permis de s'acheter une grosse baraque, de gagner beaucoup d'argent, d'aider beaucoup de personnes et de faire des trucs super cool. Et qui va galérer parce qu'il est tout aigri dans son coin et qu'il prend des mauvaises décisions et que voilà. Alors après, j'imagine qu'il y a des négationnistes, conspirationnistes qui, tu vois, qui réussissent au niveau professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc de base. C'est que si tu n'es pas capable d'avoir une vision exacte de la réalité, tu as moins de risques, tu as moins de chances de prendre les bonnes décisions pour ton business. Donc ça, c'est un truc que les gens... Enfin, je sais pas, les gens font pas attention à ça, c'est basique, mais c'est super important. Puisque ton succès, les décisions que tu vas prendre dans ton business sont liées à ton évaluation de la réalité, du marché, de tes concurrents, qui vont entraîner, tu vois, une logique en disant, voilà, tu vas faire des hypothèses, tu vas dire, ok, si on fait ça, peut-être qu'il va se passer ça. Et les gens qui vont gagner, c'est très certainement les gens qui ont eu une estimation de la réalité la plus proche de la réalité possible, juste, qui vont prendre les bonnes décisions basées sur une bonne logique. Donc je sais pas, ça peut paraître bateau ce que je dis, ou je sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair. C'est un truc, les gens, enfin moi ça me fait halluciner, quoi. C'est un truc, les gens ne le voient pas. Moi il y a des trucs que je sais sur mon marché qui me paraissent tellement évidents. Et je vois bien qu'on a des concurrents qui le voient pas. Et je me dis, en fait, tu vois, c'est tant pis pour eux. Non, mais c'est tant pis pour eux, c'est tant mieux pour nous. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu revenir aux bases et essayer un petit peu vraiment d'avoir un good judgment. Je sais pas si tu connais Naval, tu dois connaître. Oui, je connais. Ouais. Bon, à un moment, il a un podcast là sur l'investissement et tout. Il disait good judgment. Et il a un podcast là-dessus. Il explique, il dit, voilà, c'est un truc, c'est pas facile, ça s'acquiert, etc. How do you know that you have good judgment? You never know, parce que tout le monde pense qu'il a un good judgment, tu vois. C'est compliqué, c'est un peu subjectif, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en business, et c'est un truc qui est un peu, c'est underrated, quoi. Tu vois, on n'en parle pas assez. Clairement. Après, je pense que c'est lié aussi au fait que, comme tu disais tout à l'heure, c'est très personnel d'avoir un bon jugement ou pas, et du coup, c'est difficile il n'y a pas de loi universelle là-dessus, donc c'est difficile d'en parler, je pense. Ouais, il n'y a pas de loi universelle, sauf que tu vois, c'est ce que je disais, c'est qu'à la fin, on va relever les compteurs, on va voir qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, quel résultat tu as obtenu. Oui, tu as un facteur chance, mais bon, tu vois, c'est marrant, il y a des gens, ils ont toujours de la chance, et puis il y a des gens, ils n'ont jamais de chance. En général, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui prennent des bonnes décisions, et tu as des gens qui prennent des bonnes décisions, et des gens qui prennent des mauvaises décisions, quoi. C'est souvent comme ça que ça s'explique, il n'y a pas de... Donc j'ai écouté récemment un podcast de David Laroche avec le fondateur de l'ancien fondateur de Mythique, j'ai perdu son nom. Ouais, je l'ai vu aussi, Marc Simoncini. Marc Simoncini, ouais. Et il y a un truc là-dedans que j'aimais bien et qui lui parle de l'instinct, dans le sens où c'est un entrepreneur très instinctif, il dit, et il prend beaucoup de décisions à l'instinct. Et moi, c'est un peu cette impression-là que j'ai, c'est qu'en fait, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, il faut aiguiser son instinct. Ouais, et souvent essayer de prendre des décisions et de voir pourquoi a priori, a posteriori plutôt, si c'était bien ou pas, et de s'auto améliorer sur son instinct. Mais alors 100% d'accord avec toi, mais alors pour moi l'instinct c'est un petit peu différent du judgment, où c'est un truc plus animal et plus, tu vois, il explique par exemple que voilà, il y a je crois que c'est des Suédois là, c'est des mecs de une boîte là, machin, de la fin des années 90 qui voulaient les racheter et ils étaient prêts à signer, etc. Ils font une soirée et le mec il arrêtait pas de lui répéter, ok mais demain 10h on se voit pour signer, etc. Et il rentre chez lui. Et je dis mais attends, mais pourquoi le mec il insiste autant, etc. Ils disent non, et genre 3 mois plus tard ils revendent la boîte pour 20 fois plus. Donc là si tu veux, on est sur vraiment sur, enfin tu vois, est-ce qu'on peut dire que c'est du good judgment? Oui, in fine c'est du good judgment, mais c'est vraiment instinctif. Donc pour moi c'est deux choses différentes, où le good judgment c'est vraiment basé sur, tu vois, un raisonnement basé sur des faits très rationnels, etc.
l'instinct c'est beaucoup plus animal et c'est quelque chose que tu vas. Enfin, moi je sais que voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petit. J'ai fait tous les boulots possibles et inimaginables quand j'étais étudiant. Tu vois, pour me faire un peu de thunes, je vendais des trucs sur eBay, etc. Enfin, je sais pas, j'ai été obligé de développer ce côté un petit peu street smart parce que c'était la réalité, quoi. Il fallait trouver des solutions. Oui, je comprends ce que tu dis. En fait, je te disais ça dans ce point-là parce que j'ai l'impression que, in fine, même si ton gut judgment il est issu d'une réflexion, en fait, tu as toujours un peu des biais humains qui sont que tu t'auto-confirmes des choses. T'as plein de biais et donc au final j'ai un peu l'impression que ça revient quand même à instinctivement au fond qu'est-ce que t'as pensé en 4 secondes qui va t'influencer finalement sur ton jugement. Mais alors justement il faut être conscient des biais. Moi c'est un truc qui me passionne, c'est toujours d'essayer de réfléchir. Ok, il y a la partie émotionnelle, la partie rationnelle et de se connaître soi-même. Tu sais, c'est un peu des préceptes de base de la philosophie, etc. Connais-toi toi-même, où en fait vraiment tu sais que t'es clair avec toi-même et tu sais que là t'es très bon, là t'es très mauvais, là t'as réagi pour ça. Tu vois, moi je sais que j'essaie d'être assez transparent, mais même par rapport aux autres, où tu vois, par exemple, je vais dire, voilà, oui, moi j'ai une part d'ego, et avoir de l'argent c'est cool, mais j'ai aussi envie d'être reconnu dans mon domaine, parce que je pense que je fais un truc extraordinaire, et tu vois, je l'assume, alors que la plupart des gens ne le diraient jamais. Donc voilà, je pense que c'est important d'être franc avec soi-même, de se connaître, de pas essayer de se mentir à soi-même, parce qu'en plus c'est pas méchant, on a tous les mêmes faiblesses, les mêmes vanités, etc. Et vaut mieux l'assumer, et puis voilà, on le vit mieux, et puis surtout qu'on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, quoi. Clairement. Ok. Eh ben, on a pas mal avancé sur ce podcast, je crois qu'on déborde un peu de l'heure qu'on avait prévue ensemble. On a trop avancé, Martin. On est allé trop loin. Je sais pas si on pourra revenir. Mais c'est très très bien, je pense que ça va énormément intéresser nos auditeurs et c'était une très bonne conversation. On va aller vers mes questions un petit peu finales. La première de ces questions c'est est-ce que tu as d'autres projets dans le futur ou est-ce que vraiment là t'es focus sur System.io ? Bah écoute, vu l'ampleur du projet, non, j'ai pas d'autres projets. Peut-être, en fait, bon moi je pense que enfin peut-être je me trompe, mais je pense que je pourrais créer un framework, un cours pour créer, tu vois, une start-up. Parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs que j'ai compris et qui permettent d'avoir une longueur d'avance, mais je sais pas trop comment. Enfin bref, peut-être, je sais pas, peut-être investir dans des boîtes, je sais pas. Pour l'instant, non, c'est vraiment System.io. J'adore travailler dessus, donc voilà, c'est ce que je voudrais faire dans les 5 à 10 prochaines années, le faire grossir jusqu'à 30, 40, 50 millions. Et puis voilà, pour l'instant, j'adore travailler dessus. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu le vends pas, mais si je le vendais demain, je sais même pas ce que je ferais de ma vie, tu vois. C'est le matin, j'ai qu'une envie, c'est de bosser dessus. Donc tant que ça m'amuse, je continue. Et puis après, je verrai si je fais autre chose, ouais. Ok, très bien. Une autre des questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances ? T'as oublié la citation ? C'est juste après la citation. Ah d'accord, parce que tu me l'avais dit, du coup j'avais préparé. Ouais, alors écoute, c'est marrant parce que c'est un peu, il y a souvent la question dans les podcasts, c'est voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand t'avais 20 ans ? En fait, j'ai pas la réponse à ça parce que je suis vraiment, j'ai eu des galères, des gros échecs, mais je trouve qu'elles ont fait partie du cheminement et je regrette rien et je changerai rien et à la limite je pourrais lui dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais peut-être que si je me disais ça, en fait je me défoncerais pas autant et du coup j'aurais pas le même résultat, donc en fait je ferais rien. Je dirais profite, voilà. C'est intéressant parce que tu viens de me faire penser que probablement si j'avais cette question, je préférerais ne rien me dire parce que effectivement tout ce qui m'est arrivé dans la vie, ça fait qui je suis aujourd'hui, j'ai pas envie de le changer. Exactement, voilà. Ok, trop bien. Du coup maintenant on peut aller sur ta citation. Non, une citation que j'aime bien, c'est pourquoi rejoindre la Navy quand on peut être un pirate. La citation de Steve Jobs. Alors, soi-disant, on ne sait jamais vraiment les citations. Ça se trouve, c'était Messi ou Ronaldo, tu vois, on ne sait pas. Okay. Mais non, mais j'aime bien cette citation parce que voilà, il y a un côté un peu rebelle et pour moi, dans mon projet, il y a vraiment un côté un peu toujours de liberté, de garder cette liberté. Et quand j'ai des VC qui me contactent, je me dis écoute, pourquoi je rejoindrais ton bateau alors que tu vois, moi j'ai un bateau qui est cool avec des mecs, tu vois, avec des sabres,
des mecs qui n'ont qu'un œil, qui font peur, etc. Et on s'éclate bien. Donc, on va pas aller sur ton truc où on va porter un uniforme, etc. Donc, je trouve que c'est une belle citation, quoi. Ok, je comprends ça à fond. Du coup, quel est le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast, selon toi? Ouais, c'est une excellente question. Écoute, on a un client de System.io qui s'appelle Roman de Ecom French Touch et on échange souvent et c'est comment dire, c'est juste une des personnes avec lesquelles que je trouve vraiment, je le trouve brillant. Alors, on est très proche on arrive souvent aux mêmes conclusions. Donc, voilà, forcément, je suis un peu biaisé parce que du coup, il pense comme moi. Donc, je vais te dire, il est super intelligent. Mais en fait, non, mais c'est un mec, il a 24-25 ans. Avec son associé, ils font 100 000 euros par mois. Et c'est le mec, tu parles avec lui, en fait, c'est juste un mec sympa qui fait les choses bien, qui paye ses impôts. Tu vois, qui a la tête sur les épaules. Je sais pas, je trouve ça hyper inspirant et il cartonne et ça fait plaisir. Voilà. Ok, c'est noté. Trop bien. Du coup, la dernière question, la plus simple, c'est qu'on envoie les auditeurs qui veulent te suivre. Ouais, System.io, donc System, on l'écrit à la française, avec un E à la fin. Il y a toujours les gens qui me disent pourquoi t'as pas pris System.io, System sans E, je sais pas, parce que c'était pas disponible. Et voilà, donc System.io, System avec un E, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, ou sinon vous cherchez System.io, vous allez trouver facilement. Voilà, ça sera dans la description de l'épisode. Voilà, et puis après, si les gens veulent en savoir plus, il y a le groupe Facebook, vous pouvez chercher System.io. Alors il y a plusieurs groupes Facebook, mais le groupe français, il y a 17 000 personnes, donc ça permet d'avoir accès à une communauté. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, des affiliés, des gens qui peuvent répondre à des questions, donc voilà, il y a pas de... ça aide beaucoup, quoi. Ok. Et après, à un moment donné, tu as parlé d'Indie Hackers aussi, tu publies dessus ? Ouais, j'ai publié un petit peu, mais en fait, ça me sert à rien, parce que en fait, grosso modo, les mecs qui sont sur Indie Hackers, c'est des devs qui veulent créer leur application, et c'est pas vraiment notre cœur de cible, donc en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, ça m'intéresse, si tu veux, de se connecter avec des gens qui ont déjà un bon niveau, idéalement anglophone. Alors du coup, pour ton podcast, ça va pas être le cas, mais j'ai un profil LinkedIn et c'est un profil anglophone. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont un peu sur le marché anglais et qui ont un bon level, ils peuvent rentrer en contact avec moi sur LinkedIn. Ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Martin, c'était vraiment intéressant. Je suis désolé, j'ai un peu parlé trop sur certains trucs. Pas du tout, c'est le but du podcast. Super, merci à toi.